Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des plus grands dilemmes de notre époque. La relation, disons-le, explosive entre la croissance économique, les inégalités et l'action pour le climat. C'est un véritable casse-tête et on va essayer de déchiffrer ça ensemble. Alors, on va commencer direct avec la question, celle qui fâche un peu tout le monde. Est-ce que la croissance économique, ce moteur qui a façonné notre monde depuis 200 ans, est en fait devenu l'ennemi numéro 1 de la planète? C'est vraiment le débat central qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre d'où vient ce problème, il faut faire un petit retour en arrière. L'économiste Philippe Aghion a mis le doigt sur une corrélation historique qui est, comme on va le voir, pour le moins troublante. Regardez bien cette courbe, qu'on appelle la courbe de Madison. Ce qui est absolument fou, c'est de voir que pendant des milliers d'années, le PIB mondial par habitant n'a quasiment pas bougé. C'était plat. Et puis d'un coup, il y a 200 ans, boum, révolution industrielle et tout s'emballe. La croissance, telle qu'on la connaît, c'est un phénomène hyper récent à l'échelle de l'histoire humaine. Et c'est là qu'arrive ce qu'Aghion appelle la coïncidence troublante. Pile au moment où l'économie mondiale décolle, les températures se mettent elles aussi à grimper en flèche. Ce parallélisme est tellement parfait qu'il suggère un lien de cause à effet très, très profond entre notre modèle économique et le réchauffement de la planète. Mais là où le dilemme devient vraiment complexe, c'est que cette même croissance, si polluante, a aussi été un moteur de progrès humain absolument incroyable. Si on regarde la Chine ou l'Inde, leur décollage économique a sorti des centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté. Donc on ne peut pas juste dire « arrêtons la croissance » sans penser aux conséquences humaines qui pourraient être dramatiques. Face à ce dilemme, on se retrouve à un carrefour avec deux grandes options qui s'affrontent. Est-ce qu'on doit tirer le frein à main et renoncer à la croissance, ou est-ce qu'on peut, au contraire, la réinventer pour la rendre compatible avec la survie de la planète? D'un côté, il y a l'idée radicale de la décroissance. Mais le confinement de 2020 a été un peu un test grandeur nature. Même avec une économie mondiale quasi à l'arrêt, la baisse des émissions a été assez décevante. De l'autre côté, une approche plus optimiste, l'innovation verte. L'idée ici, c'est de parier sur notre ingéniosité pour déconnecter la croissance de la pollution. Philippe Aghion, lui, il nous dit que cette innovation verte se décline en trois grandes familles. D'abord, l'atténuation. En gros, on cherche à moins polluer, avec des énergies plus propres. Ensuite, l'adaptation. Le climat change déjà, donc il faut s'adapter pour se protéger. Et enfin, des trucs un peu plus science-fiction, comme la géo-ingénierie, où on essaierait carrément de refroidir la planète. Mais attention, il ne faut pas croire que ces innovations vont apparaître par magie. Les entreprises, elles sont souvent un peu coincées dans leurs vieilles habitudes. En économie, on appelle ça la dépendance au sentier. En gros, c'est plus simple de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, même si c'est polluant. Et c'est justement pour casser cette inertie que l'État a un rôle crucial à jouer. Alors, comment l'État peut-il agir? C'est un peu la technique de la carotte et du bâton, avec une boussole en plus. D'abord, le bâton. Une taxe carbone pour que polluer coûte plus cher. Ensuite, la carotte, des subventions pour que l'innovation verte devienne super rentable. Et surtout, une direction, une politique industrielle claire qui dit à tout le monde « voilà, c'est par là qu'on va ». Et il y a vraiment urgence. Aghion a une analogie qui est parfaite pour ça, celle du dentiste. Si on a une carie, plus on attend pour aller se faire soigner, plus ça fait mal et plus ça coûte cher. Et bien pour le climat, c'est exactement la même chose. Chaque année où on ne fait rien, rend la transition plus difficile et plus douloureuse pour les générations futures. Ok, l'innovation, la technologie, c'est super. Mais si on se concentre que là-dessus, on risque de laisser beaucoup de monde sur le bord de la route. Et c'est là qu'intervient une autre économiste, Kathleen Schubert, qui nous rappelle que la crise climatique est aussi et surtout une crise des inégalités. Kathleen Schubert nous propose une grille de lecture très claire pour y voir plus clair, avec 3 types d'inégalités. D'abord, la responsabilité, qui est à l'origine du problème. Ensuite, l'exposition, qui subit les pires conséquences. Et enfin, la vulnérabilité, qui a le moins de moyens pour se protéger et s'adapter. Ce graphique sur les émissions cumulées depuis 1850, il est sans appel. Il montre très clairement qui a la plus grosse part de responsabilité historique. Les États-Unis et l'Europe sont, de très loin, ceux qui ont le plus contribué au CO2 qu'on a aujourd'hui dans l'atmosphère. C'est un fait. Et c'est évidemment au cœur de toutes les négociations climatiques. Et cette inégalité, elle n'est pas seulement entre les pays. Non, non, elle est aussi à l'intérieur même de nos sociétés. Ce chiffre est hallucinant. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions mondiales. La moitié. Le problème est donc aussi profondément lié à la richesse individuelle. Et si on veut un exemple concret de ce qui se passe quand une politique climatique oublie les inégalités, il suffit de regarder le mouvement des Gilets jaunes en France. C'est un cas d'école.
On met en place une taxe carbone, mais sans proposer d'alternative à ceux qui dépendent de leur voiture pour aller travailler. Résultat, un sentiment d'injustice profond et une crise sociale majeure. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, la conclusion, elle semble assez évidente. La solution ne peut pas être que technologique. Elle doit être double. Il faut être ambitieux sur l'innovation, bien sûr, mais il faut aussi être juste sur le plan social. Bref, il faut marier l'innovation et l'équité. C'est tout le concept de la transition juste. L'idée, c'est de s'assurer que cette révolution verte ne crée pas une nouvelle vague de perdants. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas juste taxer le carbone. Il faut aussi, en même temps, offrir des alternatives vertes qui soient abordables et aider les gens dont les métiers vont être transformés par cette transition. Et il y a quand même une note d'espoir là-dedans. Philippe Aghion observe une tendance de fond intéressante. Plus une économie se développe, plus elle se tourne vers les services, la santé, l'éducation, le numérique, qui sont par nature moins polluants que l'industrie lourde. Donc le développement économique lui-même pourrait, à terme, nous pousser dans la bonne direction. Au final, la question reste entière. Notre capacité à innover, elle est immense, ça c'est certain. Mais est-ce que cette innovation sera suffisante pour nous sauver non seulement du défi climatique, mais aussi d'un défi peut-être encore plus grand, celui de nos propres inégalités? C'est la réponse à cette question qui dessinera vraiment notre avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.